Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais essayer d'installer ce petit chauffe-eau instantané sous évier. Alors il n'est pas tout à fait instantané, il y a une petite cuve de 5 litres mais ça chauffe très vite. Comparativement avec des chauffe-eau instantanés où l'eau circule genre à travers des sortes de résistance, je sais pas exactement comment c'est fichu, mais ça chauffe vraiment l'eau qui coule au travers. Ça me paraissait compliqué pour moi avec de l'eau très très froide en hiver, ça va certainement avec une eau tempérée, mais je voulais pas me lancer là-dedans. Donc là j'ai pris un petit chauffe-eau comme ça qui a 5 litres, ce qui permet d'avoir déjà un petit volume chauffé, on peut l'utiliser un peu tout le temps, et en même temps qu'il chauffe vite si besoin. Je pense que c'est plus pertinent comme choix. Il faudra que j'installe un limiteur de pression. J'ai pris ça sur internet parce qu'il y avait ça dessus et j'ai trouvé ça bizarre au début, je comprenais pas. Il faut pas l'installer, faut pas faire un T, genre eau froide qui alimente le chauffe-eau et qui alimente l'eau froide du mitigeur. Il faut, enfin c'est là que j'ai pas compris ce schéma, pour moi c'était pas du tout clair. Deux flexibles qui vont dans le mitigeur, je sais pas, moi j'ai, à part les mitigeurs avec douchette où il y a des fois deux flexibles pour l'eau froide, j'ai jamais vu ça, donc ça m'a paru bizarre, à moins qu'en Allemagne ils aient d'autres systèmes de mitigeurs, mais j'ai l'impression que c'est surtout pour pas qu'on ait trop de pression du réseau qui rentre là-dedans, parce qu'on n'a pas de groupe de sécurité sur ça, vu qu'il est sous évier. Donc j'ai pris ça, celui-là est limité à 3 bars et il a ce petit robinet qui permet, selon la température d'eau dans l'entrée, de régler la température d'eau en sortie. C'est-à-dire que, enfin, si j'ai bien compris, hein. Par exemple en hiver, qu'elle va être beaucoup plus froide, la température, on va le mettre sur high, et je pense qu'il va ralentir le débit d'eau froide entrant, comme ça, il arrive quand même à chauffer l'eau, parce que si on a beaucoup d'eau froide, mais très froide qui rentre, et que c'est quand même un chauffe-eau instantané avec juste 5 litres de capacité, mais une fois que c'est parti, il est censé la chauffer instantanément, et ben si elle est trop froide, eh ben, on va pas avoir d'une eau bien chaude en sortie. Donc avec ça, on devrait pouvoir régler un peu la température de sortie souhaitée, et en été, quand elle est beaucoup moins froide, on peut ajuster la température. Voilà, donc il va juste falloir que je trouve un raccord entre ça et ça, parce que là c'est vraiment le raccord flexible. Et j'ai pris ça parce que la cuisine n'est donc pas alimentée en eau chaude et le chauffe-eau est trop loin de la cuisine et j'aurais perdu toute l'eau chaude. Il n'est pas très gros en plus. J'aurais vraiment trop de pertes avant que ça arrive à la cuisine. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de me raccorder là-haut. Je me suis dit que ça pouvait être la meilleure solution. Et comme c'est une vieille maison avec des murs très épais, que c'est compliqué même de percer, de faire de nouveaux réseaux, je vais tester ça. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais être prêt à raccorder ce mitigeur. Donc du coup, ce mélangeur, il va disparaître. J'ai assemblé tout mon circuit qui permet de descendre. Donc ça vient venir se mettre là, si mes calculs sont bons, ce qui n'est pas sûr et certain. En dessous, ça donne ça, avec un T en haut, duquel part un flexible qui alimente le mitigeur et l'autre partie alimente l'entrée d'eau froide du chauffe-eau avec une vanne d'arrêt et à côté le limiteur de pression et qui permet aussi de régler un peu la température. Bon voilà, j'ai assemblé tout ça avec différents produits. Je vous en parle après la mise en eau. Déjà on va espérer que ça ne fuit pas. Ça je l'avais serré, ça non. Je suis plus sûr. Bon, je vais revérifier les serrages. Après, il va falloir que je coupe l'eau, juste pour faire cette intervention. Ici, normal. Voilà. Puisque ça vient comme ça. Et que ça rentre dans le mur et que ça sort là. Donc c'est pour ça que je dois faire ce montage un peu bizarre. Sinon, ça m'impliquait de refaire... Enfin, moi, ce que je voulais faire à la base, c'est faire passer un tuyau par l'extérieur pour supprimer cette portion. Arriver en dessous. Et ensuite alimenter tout ce qui est alimenté par en dessous et supprimer tout ça. Sauf que là, bon, là ça me permet de faire ça plus simplement que de percer un trou de 60 cm dans le mur et de faire sortir le tuyau par l'extérieur, faire une déviation. Voilà. C'était beaucoup plus compliqué. Là je vais faire comme ça. Donc j'ai déjà desserré cette arrivée d'eau chaude qui n'est plus alimentée puisqu'elle partait de là avec un ancien chauffe-eau à gaz. Donc je coupe l'eau, je dévisse ça, j'essaye d'assembler. On remet en eau et on voit ce que ça donne. Pour l'instant, la vanne qui alimente le chauffe-eau est fermée. Voilà. Déjà, je vais voir si j'ai pas de fuite sur la première section qui alimente en eau froide le nouveau mitigeur. Et après, j'ouvrirai vers le chauffe-eau.
Et là c'est défait. Je viens de retirer le vieux joint en fibre qu'il y avait. Maintenant, est-ce que j'ai bien calculé mon coût? Ça va, il y a un tout petit écart. Mais que je devrais pouvoir... J'espère que ça va le faire. Vu que là j'ai collé à la résine, là, quand j'ai entendu un petit craquement, ça me rassure pas trop. On va voir. Donc ouais, un nouveau joint en fibre. Ouais, il va me falloir mes deux mains. Je fixe tout et on va voir. Première mise en eau. Effectuée. J'ai eu quelques fuites et j'en ai encore. Première grosse fuite que j'ai eue. Sur ce raccord, ici là. J'avais mis un joint fibre, ça n'a pas suffi, à moins j'arrivais pas à serrer suffisamment peut-être. Donc j'ai utilisé ce produit. C'est comme un équivalent de filasse pâte à joint, mais dans un fil comme ça. Donc c'est super pratique à appliquer. Et c'est entre la filasse pâte à joint et le téflon, je dirais. Sauf qu'après, il y a vraiment une pâte dessus, quoi. En ayant mis ça, ça ne fuit plus. Voilà, ça c'était la plus grosse fuite. Sinon j'ai mis à peu près, là j'en avais mis aussi. Bon, c'est pas très beau, donc vaut mieux faire ça sur des raccords qu'on ne voit pas. Mais là où j'ai un souci, c'est sur ces raccords. Sur ces raccords où j'ai utilisé, puisque j'ai pas de quoi souder, que j'y connais rien, enfin braser le cuivre, j'ai jamais fait. J'ai cette résine RC50 qui est une résine de raccordement cuivre-laiton. En principe pour faire des réparations dans des endroits un peu difficiles d'accès ou quoi. Le souci avec ça, donc ça a l'air de vraiment bien fonctionner, ça prend très vite, ça devient, ouais, voilà, ça prend vite. On emboîte et en quelques instants ça se solidifie vraiment. C'est une résine anaérobie, donc dès qu'il n'y a plus d'air, elle se durcit. Ce qui va déborder, par contre, ça va rester collant, liquide, pendant des jours et des jours. Donc faut l'essuyer, ça c'est sûr. Le gros souci avec cette résine, c'est que, comme là j'ai eu un peu sur certains serrages, il y avait pas mal de tension. Si le tube tourne, ah ben là, ça va plus. Donc là il a tourné, ça a cassé la résine là-dedans. Et du coup j'ai une micro-fuite. Ça se met à perler tout doucement. Donc ça c'est problématique. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ici, ça tournait aussi, ce tube tournait dans ce raccord. Mais là, ça ne fuit pas du tout. Alors, est-ce que ça va se mettre à fuir? Je ne sais pas trop. Autre petit souci, là c'est carrément le raccord dans le mur qui s'est mis à fuir. Au niveau du serrage, ça a dû peut-être faire bouger un petit peu la soudure qu'il y avait là-dedans. Le bout de tube, je vois qu'il y a une soudure vraiment juste à ras le mur, quoi, enfin, sous le verre de gris. Donc là je suis un peu comme un con, ça coule pas grand chose, mais ça sointe un peu aussi. Donc ça va couler derrière. Il va falloir que je règle ça. Je sais pas encore comment je vais procéder à ça, je sais pas si je peux chauffer, le déboîter et recommencer, ou si ça va pas fonctionner, ou si je dois tout reprendre, ce morceau. La partie dans le mur, j'imagine que, pareil, j'ai pas ce qu'il faut vraiment, je crois, pour chauffer, mais est-ce que si je le faisais, si je remettais un coup de chaud, est-ce que ça peut me réparer la soudure? Parce que sinon, il va falloir que je casse. J'aurais bien aimé éviter ça. Là de ce côté... Ah ouais, là aussi on voit que la jonction était vraiment à la limite du mur. Bon. Et là, j'ai pas encore mis en eau le petit chauffe-eau. Ces raccords tournaient. Ils peuvent tourner, voilà, ils tournaient. Quand on serrait, ça peut bouger. Donc j'espère qu'il n'y avait pas une intervention à faire à l'intérieur, à resserrer quelque chose. Parce que je ne l'ai pas ouvert. J'espère que dedans il y a une espèce de système de joint spi ou quoi. De joint spi, pardon, de joint torique. Et de toute façon, là, je vais mettre en eau. On va voir si ça déborde. Si ça se remplit et voir si ça déborde. Allez. Ah oui, puis j'ai encore tous ces raccords. À voir si ça fonctionne. Faut que je l'ouvre pour pas que ça monte en pression l'eau chaude. Pourvu que j'ai pas de galère. Là, ici, sur ce raccord là, enfin il y a un réducteur, ou je n'ai pas tous les bons termes. La partie mâle qui rentre dans ce coude, je l'ai collé avec ce produit. J'avais été en T1. Donc c'est un peu le même délire que pour le cuivre, c'est une résine anaérobie. On en met sur le filet, on assemble, donc c'est super facile à visser, il n'y a pas de résistance. On assemble, ça prend très vite, mais apparemment c'est difficile à défaire, donc plutôt sur des raccords qu'on ne va pas redéfaire.
Bon bah là visiblement c'est plein, ça sort à fond. Et le petit envoie du lourd aussi. Bon. Toujours des galères. Ah putain, j'ai une petite fuite ici, là, ça goûte. Merde. Donc, je vais recouper. Ça goûte un endroit où j'ai mis quoi là? Là j'avais mis du téflon. Je vais remettre un petit coup de serrage. Sauf que là je suis serrage dans les deux sens. Oh là là, compliqué. Alors, c'est vraiment super d'avoir l'eau chaude, on n'y croyait pas. C'est presque si on culpabilise pas de l'avoir. Par contre, où est-il? Il n'est plus là, le chauffe-eau. Alors attends, je comprends pas tout. Ah si, je comprends. Il est là. Il est là parce qu'il fuit. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Il fuit. Donc je l'ai ouvert, j'ai trouvé pourquoi. Je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si ça peut servir à grand monde, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de pièces détachées disponibles. Mais si ça peut vous intéresser pour l'ouvrir, comment procéder? Donc on avait ces raccords. Ils étaient dans ce sens. Et ça qui dépassait. Pour les enlever, il fallait donc déclipser ces trucs. Retirer ça. Qui était là et là. Et qui en fait tenaient. Ils étaient comme ça sur ces raccords à l'intérieur. Voilà. Donc eux ils sont sur la cuve avec des joints toriques. C'est pour ça qu'on peut les tourner aussi et que ça facilite le montage, hein, même si cette partie en plastique peut se déformer assez facilement sous la clé. Ensuite avec un petit tournevis, on appuie là-dedans de part et d'autre, on pousse et ça déclipse le couvercle. Il faut aussi enlever le bouton qui s'enlève juste en tirant. Voilà, ça s'enlève le couvercle. Bien sûr vous l'avez débranché avant. Et là dedans on a cet ensemble et je vais vous montrer d'où vient le problème. Ici c'est là où il y avait les raccords, donc on voit bien qu'ils sont comme ça, et puis il y a ça qui vient les maintenir en place pour pas qu'ils sautent avec l'augmentation de pression quand ça chauffe. Ça je le mets de côté. Ça c'est juste le petit témoin lumineux. Voilà. J'abîme rien parce que je le renvoie. Je l'avais pris sur Amazon. Je viens de terminer l'échange avec quelqu'un pour le renvoyer. Mais surprise, on a une cuve en plastique. Je m'attendais pas du tout à ça. Et elle a l'air d'avoir sacrément morflé. Je sais pas comment ça peut être aussi vilain. Regardez-moi ça. Complètement craquelé. Comme si vieilli avec la chaleur. Et pourtant il a chauffé voilà, 3 jours. 3-4 jours. Et là... je sens du relief sur ces fissures. Donc là j'ai l'impression que ça fuit par là. Enfin, c'est absolument pas résistant, je sais pas. Pourtant j'ai mis le limiteur de pression à 3 bars là. Et puis le reste, bah, c'est lui qui gère. En plus on n'était même pas sur 3. La plupart du temps il était sur E. Donc même pas chauffe maximale. Il y a peut-être plusieurs endroits où ça fuit, et ça fuit pas ultra vite, mais ça coulait quand même, donc ça sortait en pression, avec la pression du réseau, quoi. Il y a peut-être plusieurs endroits où ça fuit. Enfin, je suis très étonné de retrouver une cuve en plastique comme ça. Ça n'a pas tenu le coup. Donc des micro-fissures. Je pense vraiment que c'est d'ici que ça fuyait, parce que je la sens. Puis c'est pas terrible. En dessous, on a la résistance, branchement pour la résistance. Et thermostat certainement, un sonde de température. Voilà, et pour se trouver cette cuve, bon, j'ai essayé, j'ai strictement rien trouvé, hein. Donc ouais, voilà, ça va repartir chez Amazon, puis ils vont le détruire.
Ça va pas chercher plus loin. Mais ça me fait vraiment chier, c'est dommage. Je pensais pas que ça pouvait être une cuve en plastique, mais voilà. Hein. Tant pis. Bon, moi je vous aurais montré ça et je vais vous montrer ce que je vais installer d'autre là. Faut que je trouve quelque chose de remplacement. Et puis on va voir. Espérons que ça tienne mieux. Ça y est, le nouveau est arrivé. Alors j'espère que cette fois ça va pas être une cuve en plastique. Hein. J'espère que c'est bien le bon modèle. J'ai pris 7 litres sous évier. J'ai pris Eldom. Je crois que c'est une marque bulgare. Je crois que c'est genre la plus grosse marque de fabricant de chauffe-eau bulgare. Sur leur site, ça dit garantie 5 ans, donc j'espère que ça va être un peu mieux. S'il y a des pros qui regardent cette vidéo, dites-moi si c'est normal d'avoir des cuves en plastique sur des petits chauffe-eau comme ça. Votre expérience m'intéresse. Ça me paraît vraiment pas très durable. Celui-ci, il est livré avec un petit limiteur de pression, on dirait, avec une petite purge aussi. Je sais pas si je vais l'installer vu que j'avais déjà mis mon petit robinet là. Bon, on va voir. Il est plus gros que l'autre qui faisait 5 litres. Et la prise déjà fournie. Et ça c'est cool parce que j'ai failli prendre un Ariston et ils n'étaient pas fournis avec une prise. Bon, c'est pas le dramatique, hein. On peut en installer une, mais celui-ci était un petit peu moins cher. Et allez, je veux bien tester celui-là. Déjà, il est plus lourd. J'ai envie de dire c'est bon signe. Ça doit vouloir dire que la cuve est en métal. C'est quoi, anti-gel et max. Ok. Il y a un bouton on-off, c'est pas mal. 1500 watts. Ah oui, voilà, made in Bulgaria, c'est ce que je vous disais. Et il peut encaisser jusqu'à 7 bars. Donc avec le limiteur à 3 bars, ça devrait aller. Et bon, vu que là on a des sorties en métal, ça sent la cuve en métal. Non mais je vous dis rien qu'au poids, ça devrait être mieux. Allez, place à l'installation. Putain, j'avais fait tout aux bonnes mesures. Voilà. Il va falloir que je reprenne certaines choses malheureusement. Les amis, ça y est, ça fonctionne. Il est en mode éco. Si je monte, il se rallume. Ok, j'ai de l'eau brûlante. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, ça va. Alors j'ai vu aussi dans le mode d'emploi manuel, ça indique que c'est une cuve émaillée, donc en acier émaillé. Ça, c'est super, ça devrait tenir plus longtemps que du plastique. Si vous voyez qu'il y a ce raccord par terre, c'est parce que j'ai dû changer le montage. J'aurais pu garder ça, sauf que en serrant, enfin lui il était là-haut, en serrant les éléments que je mettais dessus, notamment on va dire la vanne, au remontage, ça a fait tourner ce tube. Et là aussi ça s'est mis à fuir. Donc ça me permet de faire un premier retour sur la résine RC50, c'est un raccordement cuve laiton. Alors c'est très facile à mettre en œuvre, ça prend vite, c'est solide, mais ça ne supporte peu ou pas, entre parenthèses, les torsions ou les forces de cisaillement. À savoir que si vous avez un coude qui est peut-être pas pile poil à 90 degrés, que vous vouliez à peu près le remettre en œuvre et que vous forcez un peu sur les tubes, sur une plus grande longueur, vous allez entendre des craquements et c'est la résine qui craque. Et à partir du moment où elle craque, elle sera plus totalement étanche. Pareil pour la rotation. Alors ce qui est étrange, c'est qu'ici, ça me l'a fait, sauf que ça ne fuit pas. Ici, ça me l'avait fait aussi, suite à... C'est en dessous que ça avait bougé, la partie qui traversait. En fait, là, j'ai recyclé... Attends, un peu plus de lumière. Si vous voulez, j'ai recyclé un raccord qu'il y avait ici avec un robinet et un T qui me permettait d'alimenter une, je sais pas, une machine, un lave-vaisselle, une machine à laver ou je ne sais quoi. Ça, il y avait ça à la place sur ce raccord là. Donc ça m'a bien arrangé parce que ça m'a permis de faire un T et ça m'a permis d'utiliser l'espace qu'il y avait ici pour faire passer le tuyau. Au lieu de faire un trou, au lieu de faire passer le tuyau mais devoir mettre un joint ou quelque chose. Donc là, j'ai pu me raccorder là-dessus. Au début, je pensais que ça allait pas être possible parce que le diamètre était petit comme ça. Et en fait, cette partie avec une... Ouais, c'est ici. Avec un embout à laine, un embout à 6 pans, on le met là-dedans et on peut dévisser tout ça. Cette partie se retire et on a un beaucoup plus gros diamètre et donc on aura un plus gros débit. Donc là, c'est comme ça que j'ai pu faire ce système. C'est totalement volontaire que ça soit visible comme ça. On va dire c'est un style un peu industriel ou steampunk ou je ne sais quoi. Ça va rester comme ça parce que c'est sympa. Donc je le garde en urgence. Enfin, pour le moment,
Là, je vais le garder encore quelques jours pour être sûr que le chauffe-eau fonctionne bien. Et que si j'ai pas une galère, un raccord qui pète, ça peut me permettre vite de le re-raccorder celui-là en dépannage. Parce que j'ai aussi le petit sointement à l'intérieur du mur. Alors, ce qui est bizarre, c'est que au début, ici et là, ça sointait plus. Maintenant, il y a une très faible accumulation d'eau ici, donc ça s'est calmé. C'est auto-réparateur, je ne sais pas. Et au niveau du mur, pareil. Ça reste humide, ça sointe encore un petit peu, mais ça coule plus, c'est pas trempé derrière. Voilà, donc en attendant, ça va rester comme ça, en attendant que je trouve une meilleure option. Mais voilà, cette RC50, elle supporte pas bien. C'est pour ça que je mettais des parenthèses, parce que finalement, ça tient quand même, ça se déboîte pas, mais ça va sointer un peu. Vraiment à éviter, si vous avez beaucoup de raccords et que vous allez devoir mettre certains en tension, les resserrer. Du coup, puisque là, ça fuyait de partout, j'ai enlevé ce morceau et j'avais de côté un long flexible de 50 cm que j'ai raccordé là-dessus. Il revient ici. Je n'ai du coup pas utilisé cette vanne que j'avais achetée. Au début, je pensais que c'était juste un truc qui régulait le débit, en plus de réguler la pression. Sauf qu'en fait, si on le met au minimum, vraiment, il coupe l'eau. Ça fait comme un robinet d'arrêt. Voilà. Donc j'aurais pu me passer d'utiliser un robinet d'arrêt sur le premier montage, mais voilà, c'est pas grave. J'ai utilisé la petite, comment on pourrait dire, une petite vanne limiteur aussi. Je crois qu'il y a un petit réducteur de pression là-dedans aussi. Et en tout cas, purge. Donc lui, quand il va monter en température, ça risque peut-être, je sais pas encore, on va voir, de goûter ici. Donc là, je vais mettre une petite nourrice qui va aller dans un récipient où il faudra que je la fasse revenir ici, me repiquer dans le tuyau d'évacuation, faire un cordon de mastic étanche autour. Je vais voir, je sais pas exactement comment ça va se passer. Mais si on soulève ce petit truc, l'eau sort d'ici. Donc alimentation d'eau froide, j'ai mis une vanne. J'ai mis une vanne quart de tour ici, comme ça je peux couper en amont, démonter ça et intervenir dessus s'il y a besoin. Pour leur sortie d'eau chaude, pareil, j'ai mis une vanne. Mon flexible d'eau chaude, il est pile la bonne taille. J'ai posé le truc sur une brique comme ça. Voilà, pour l'instant, ça va bien. Je le laisse là et si j'ai besoin d'intervenir, il peut se poser, on n'est pas obligé de le fixer au mur. Hein. Là, ça va bien comme ça. Donc ça, attention, ça tient super bien, mais il ne faut pas faire tourner ou mettre de la flexion dessus. Ça supporte pas ça. Et j'ai essayé de chauffer ce coude là. Vous voyez les traces de pince aussi. Et en le chauffant, j'imagine que ça fait fondre un peu la résine, on pourrait les déboîter. Donc je vais essayer de récupérer tout ça parce que c'est dommage ça ne sert à rien. Autre produit, la RT1. Alors elle marche d'enfer. Même délire que l'autre, sauf qu'on est sur des raccords à visser. Donc une fois qu'on a vissé, il n'y aura plus de flexion, de torsion, quoi que ce soit. Et effectivement, comme ils disent, difficilement démontable. Vous pouvez le voir ici. Ce raccord, j'ai quand même bien forcé dessus. Hein. J'ai réussi à le défaire avec ces deux pinces, qui sont excellentes. Hein. C'est mes meilleurs amis en mécanique et plomberie. La pince clé, vraiment au top. Et la Cobra qui a laissé des traces dedans sur ce réducteur. Et effectivement, c'est très dur à enlever. Ça fait vraiment une résine cassante comme du verre, mais c'est parfaitement étanche. Donc là, pas de souci, mais vaut mieux sur des raccords que vous n'avez vraiment pas besoin de redéfaire. Ensuite, le téflon, on connaît, pas de souci, mais encore mieux et plus étanche. Lui, il est vraiment pas mal du tout. Là, j'ai remis que ça. Sur tous les autres montages où il n'y avait pas besoin de joints, j'ai juste des joints, mais sinon j'en ai mis partout. Et ça, c'est le top. C'est super facile à mettre en œuvre, encore plus facile que du téflon. C'est plus étanche, enfin on a une meilleure réussite que l'étanchéité avec le téflon. Parfois, si on a lésiné sur 2-3 tours de téflon, ça peut un peu fuir et parfois on ne peut pas resserrer, on n'a plus de marge ou voilà. Ça pardonne beaucoup plus et c'est vraiment efficace. Donc un produit vraiment pas mal. Bien sûr, il faut que je revoie les prix, mais je pense que ça revient beaucoup plus cher que d'avoir de la filasse et de la pâte à joint. Mais en rapidité, en praticité, c'est vraiment nickel. Le seul truc, c'est que c'est un petit peu moins esthétique. Voilà. Peut-être sur certains raccords, s'il devait être visible. Le plus esthétique étant ça, parce que ce qui déborde, on l'essuie et on ne voit rien. Pareil pour ça, hein. Quand on essuie la résine, on ne voit plus rien. Si on l'essuie pas, ça va jamais prendre. Là, j'ai vu sur un raccord que j'ai fait dehors. Ça fait peut-être 2 mois. Et il est toujours poisseux. Ça a vraiment besoin d'une absence d'oxygène pour durcir. Donc voilà mon montage. Là, bon, bah, j'avais dû faire avec 2 flexibles pour me raccorder. L'alimentation d'eau froide en direct, du mitigeur.
Et puis le reste, bon, je m'en sors pas trop mal. J'ai pas dû retourner au magasin acheter des fournitures, donc ça c'est bien. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre comme montage, peut-être pas très pro, non, sûrement pas très pro, mais bon, voilà. Moi ça me convient. Et je vais nouveau avoir de l'eau chaude parce que là ce matin elle était glacée de chez glacé, mais genre, je sais pas, peut-être 3 degrés. Oh là là. Donc là... Pourvu que ça dure ce coup-ci. Voilà, une fois de plus, c'est un partage d'expérience. Je ne suis pas plombier, mais... Attends, laisse-moi terminer. Tiens, je t'ai donné plein de raccords pour jouer avec. Tiens, bah là, il y a une vanne. C'est encore mieux, ça. Ça va te plaire, ça. Ça te plaît, ça? Pourvu que ça l'occupe assez longtemps. Donc, je disais, je ne suis pas plombier, mais vous voyez qu'on peut faire... des installations comme ça soi-même. Ouais, lui, cordon, je l'ai mis sur une rallonge pour l'instant. Ensuite, je ferai venir un câble directement depuis le tableau électrique. Mais ça consomme que max 1500 watts. Donc voilà, on n'est pas sur des grosses sections de câbles. C'est super pratique. Si vous avez un chauffe-eau qui est loin de la cuisine, et maintenant c'est le téléphone qui sonne. Ah, c'était encore et toujours le même livreur qui, encore et toujours, me dit qu'il n'a pas le temps de passer. Ça fait plaisir. Je commence à avoir l'habitude, je ne m'énerve pas. Donc voilà, je vais attendre encore un petit peu de temps avant de recevoir les pièces pour le camion et la voiture d'un ami. Bon, donc je disais, oui, si vous avez un chauffe-eau qui est loin du point d'eau, vous avez besoin d'avoir de l'eau chaude, plutôt que de perdre des litres et des litres sur l'acheminement, devoir faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude arrive, puis toute cette eau chaude qui sera dans le conduit qui va juste se refroidir, ça sert à rien. Ça peut être intéressant de mettre vraiment au niveau de votre point d'eau, donc sur évier ou sous évier, un petit chauffe-eau comme ça d'appoint, lui il fait 7 litres. J'ai déjà vu avec l'autre de 5 litres que ça suffisait bien pour la vaisselle, pour une famille de 4, là. Ça nous suffisait, et puis c'est infiniment mieux que d'avoir de l'eau glacée. Donc de toute façon, c'est vraiment pratique, ça chauffe très vite aussi, donc au pire on fait une petite pause si on a une énorme vaisselle à faire, ou on réserve l'eau vraiment brûlante pour les trucs les plus gras, et puis après on utilise l'eau un peu moins chaude, donc voilà, comme ça, on arrive à se débrouiller. Et même si mon montage est un peu bizarre à la sortie du mur, quand même c'était une solution plus simple que de devoir reprendre à partir du compteur un nouveau réseau pour alimenter la maison différemment, parce que là ça a été alimenté de manière un peu particulière. J'essaierai de faire quelque chose à ce niveau et je vous partagerai ça en vidéo. Voilà, et puis j'espère aussi que le retour sur les produits GEB que j'ai là peut vous être utile. Éviter des dépenses inutiles, au contraire un investissement pas mal, comme le fil au joint, lui top. Téflon, je pense que c'est tous les mêmes, à peu près toutes les marques, non? C'est du téflon, qu'est-ce qui peut changer? Normes, ah ouais, il y a des normes quand même. Ouais, il y a quand même une norme dessus. Peut-être pas prendre un truc sans marque qui vient de Chine ou je ne sais quoi. Voilà, allez, bon courage avec tout ça. Et n'oubliez pas de mettre des vannes autant que vous pouvez. Bon, peut-être pas exagérer, mettre vanne sur vanne, mais franchement, ouais, des vannes, ça peut bien dépanner si on se retrouve en galère, parce que comme moi là, je suis content d'en avoir mis parce que ça m'a permis quand même de ne pas devoir couper tout le réseau d'eau. Oui. À bientôt, au revoir. Et le verre, si vous vous demandez ce que c'est, c'était une colle PVC. GEB aussi, donc pas très esthétique, mais au moins on sait où on en a mis. Mais efficace en tout cas. Et même j'avais un petit sointement parce que j'avais un raccord qui était un peu bizarre, j'en ai remis une couche et ça l'a totalement étanchéifié. Ouais. Et ça durcit, peut-être pas comme la pierre, mais presque. Ouais, ça durcit vachement.